沖合に出現した直径およそ乾杯。 Bonjour et bienvenue dans le podcast Kampai, format actualité. Et oui, vous ne rêvez pas, ce n'est pas la voix de Charlie que vous entendez aujourd'hui exceptionnellement pour ce mois-ci, Charlie étant en vacances. C'est moi Gaël qui vais être le host de votre podcast Actu du Japon pour ce mois d'août. Et je suis accompagné de Marjorie. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors, vous allez quand même entendre Charlie, rassurez-vous, car il a enregistré un petit bout de podcast, une petite chronique avec Kelly avant de partir en congé. Et bien sûr, vous le réentendrez dès le prochain épisode. Il sera revenu de vacances. Donc c'est le 103e podcast Kampai, c'est le 22e au format actualité. Et aujourd'hui, on va parler pas mal de tourisme, de société, un petit peu seulement de politique et d'économie, et bien entendu de culture populaire. Et avant de commencer, on voulait vous parler d'un concours, c'est notre concours annuel, j'ai envie de dire. On vous propose de gagner un voyage au Japon avec Kampai à travers nos livres de voyage. Alors est-ce que tu veux nous en parler, Marjorie ? Oui, donc on a publié il n'y a pas longtemps donc un article sur Kampai qui lance donc le jeu concours pour gagner un voyage au Japon en 2026. Donc le concours il va se dérouler sur les mois donc de août et septembre, essentiellement sur le mois de septembre. Et donc ça sera avec tout achat d'un livre de notre collection Voyage au Japon, donc d'un des guides touristiques qu'on a sorti sur Kampai. Vous aurez une participation et donc une chance de gagner un voyage au Japon. Et ce voyage comprend des hébergements à Tokyo et Kyoto, ainsi qu'un trajet en Shinkansen. Donc un petit voyage, tout frais payé par nos soins, pour découvrir les deux grandes capitales du Japon. Donc vol, hébergement et transfert sur place. Donc pour participer, il suffit de commander nos livres, comme tu l'as dit, et on vous remercie d'avance parce que à la fois ça vous permet d'avoir une ou plusieurs chances de gagner ce voyage au Japon, et en même temps, vous soutenez Kampai en achetant les livres que Marjorie et Kelly ont réalisés. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec notre première actu de la rubrique tourisme. Oui, donc c'est moi qui commence, donc c'est ma première actu que je fais, hein. Donc que tout le monde soit indulgent, on va parler de news. Donc on va commencer par le tourisme et notamment sur des chiffres touristiques des visites entre les villes de Kyoto et de Nara, donc dans le Kansai. Donc l'organisation de recherche Blogwatcher, qui est basée à Tokyo, a publié récemment une analyse des habitudes de voyage pendant la Golden Week de 2025 au Japon. Donc pour rappel, la Golden Week, c'est la semaine de vacances qui se déroule entre fin avril et début mai. C'est avec une succession de 4 jours fériés qu'on colle avec des week-ends et ça fait une belle semaine de vacances, voire un peu plus. Donc c'est une semaine du coup de congé national pour les Japonais. Et donc cette organisation a été tracer en fait les itinéraires via les téléphones portables des touristes japonais. Et donc la question qu'il pose, c'est est-ce que Kyoto serait-elle en train de perdre sa popularité auprès des voyageurs japonais ? Car en effet, les données de localisation ont montré une baisse significative du nombre de visiteurs japonais dans les sites touristiques les plus célèbres de Kyoto. Donc notamment la visite du sanctuaire Fushimi Inari, Taisha, qui a enregistré une baisse de plus de 40% par rapport à 2023, ce qui est assez impressionnant. Donc c'est pour la période de Golden Week, hein. Et puis aussi les temples Kiyomitsu-dera et Kinkakuji qui auraient diminué de 25% en termes de fréquentation pour les visiteurs japonais. On peut aussi citer le sanctuaire Shimogamo qui est au nord de Kyoto, ainsi que le temple Byodo-in qui lui est à Uji, donc une petite ville au sud de Kyoto, qui eux avaient connu une augmentation de fréquentation en 2024, mais observent aujourd'hui une baisse en 2025 de 10%. Donc du coup, ils se sont aperçus que Kyoto était un peu moins attractif pour les touristes japonais. Les causes, il y en a sûrement plusieurs. Le yen qui est faible et donc du coup les visites qui deviennent chères, et on sait que les temples ont tous récemment augmenté leurs tarifs d'entrée et les temples de Kyoto, ça fait partie des tarifs les plus élevés de mémoire. On a aussi les hébergements qui peuvent être un peu chers, surtout en cette période de Golden Week, et puis le monde dans les sites touristiques de Kyoto, notamment les incontournables qu'on vient de vous citer. Et donc du coup, les voyageurs japonais se sont plutôt tournés vers Nara, qui est pourtant une destination assez touristique de la région du Kansai. Mais selon Blogwatcher, en fait, la destination de Nara a enregistré en 2025 561 000 touristes
contre 559 000 à Kyoto. Donc c'est la première fois qu'elle dépasse l'ancienne cité impériale en termes de fréquentation touristique. Tout petit dépassement, mais dépassement quand même. Oui, voilà. Alors, pourtant, tout n'est pas gratuit à Nara, mais peut-être que c'est plus simple de faire le tour. Le parc est plus aéré et peut-être qu'ils utilisent des itinéraires bis ou qui vont voir d'autres temples à Nara qui sont un peu moins connus. On a des fiches dédiées sur Kanpai et on a aussi nos podcasts destination sur Kyoto et Nara. Si vous souhaitez en savoir plus pour découvrir ces villes, on peut les réécouter. Alors effectivement, les temples ont augmenté dans beaucoup de lieux, y compris à Kyoto, mais ça reste très intéressant. Tu parlais du yen faible. En fait, le yen faible, c'est une bénédiction pour les étrangers, mais c'est une malédiction pour les Japonais, parce que leur monnaie étant plus faible et les tarifs augmentant, comme on le disait dans certains lieux touristiques, eh bien pour les Japonais, ça revient beaucoup plus cher de faire le voyage. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de touristes à Kyoto. Il y en a un tout petit peu plus à Nara, mais ce sont uniquement les touristes japonais. Il y a toujours autant de monde à Kyoto et Nara, et malgré ça, on vous encourage quand même à les visiter. Oui, pour rappel, donc la Golden Week, ça reste une période de voyage qui est compliquée au Japon dans le sens où tout le monde est en voyage. Donc que ce soit les touristes domestiques, donc les Japonais ou bien les internationaux, c'est vrai que c'est des périodes qui sont toujours un peu délicates. Il faut prévoir ses itinéraires et ses hébergements suffisamment à l'avance pour avoir de la place et avoir les meilleurs tarifs. Alors on va partir vers le sud du Japon, du côté d'Okinawa cette fois, pour vous parler d'un nouveau parc à thème qui a ouvert le 25 juillet, donc c'est tout récent. Son nom, Junglia. Donc il y avait des attentes assez élevées pour ce parc d'attractions, parce qu'on avait quand même un budget de construction qui était estimé autour de 70 milliards de yens, ce qui fait quand même 400 millions d'euros. Et alors la promesse de ce parc, c'était de créer un grand parc d'attractions immersif autour de la nature et des dinosaures. Et oui, je te coupe Gaëlle sur le côté nature et immersif parce que en fait le site prend place dans une partie de la forêt subtropicale de Yanbaru, donc c'est une forêt on va dire primitive de l'île de Okinawa Honto, donc l'île principale. Et déjà, ils ont quand même créé un site qui se veut proche de la nature parce qu'il est effectivement à la base dans une sorte de forêt préservée. Alors vous en avez peut-être entendu parler, pas forcément sur son ouverture en elle-même, mais sans doute parce qu'il y a eu quand même des assez mauvais retours, en tout cas depuis que ça a ouvert, depuis ces quelques semaines. Alors selon une enquête du journal local qui s'appelle le Ryukyu Shimpo, eh bien 74% des clients des 2 premiers jours ont affirmé pour commencer n'avoir pu découvrir que 2 attractions en une journée. Alors on sait que les parcs d'attractions partout dans le monde, y compris au Japon, c'est pas toujours facile de faire plusieurs attractions dans la même journée, c'est pour ça qu'il se vend beaucoup de Fast Pass ou d'Express Pass par exemple à Universal Studios, mais là quand même 2 attractions sur une journée ça fait quand même pas beaucoup, et la moitié des sondés ont noté l'expérience du parc à 1 ou 2 sur 5 seulement. Alors ce qui est apprécié, les bonnes critiques elles sont sur la conception visuelle et les attractions en elles-mêmes, mais il y a beaucoup de critiques négatives pour le coup qui concernent le temps d'attente, le manque d'abri contre la pluie, le vent, le soleil, et aussi la difficulté à se déplacer dans le parc. Alors ce qui est beaucoup critiqué également, c'est le coût du billet. Il est remis en cause parce que il coûte quand même quasiment 7000 yens, ça fait une quarantaine d'euros pour un résident japonais, et 8800 yens, donc ça fait une bonne cinquantaine d'euros je dirais pour un visiteur étranger. Alors c'est sûr que quand on peut faire que 2 attractions, tout de suite ça revient assez cher. Et alors le 28 juillet, petit scandale autour de Junglia, parce que ses avis Google Maps ont disparu temporairement. Donc il y a eu pas mal de spéculations en ligne, notamment sur les réseaux sociaux japonais. Est-ce que le parc aurait volontairement supprimé les avis qui n'étaient pas assez positifs à son goût? Eh bien, Junglia, le parc, a répondu directement sur X qu'ils étaient en contact avec Google pour essayer de résoudre le problème technique. Et Google a affirmé, alors ça c'est pas courant, avoir supprimé des commentaires car ils violaient les normes, des commentaires de plaintes personnelles non liées aux expériences locales. Mais c'est vrai que ça fait quand même un petit peu louche tout ça, surtout quand il y a un parc avec autant d'enjeux économiques, qui est aussi mauvais retour au début et que les avis disparaissent soudainement. Alors le 1er août, donc quelques jours plus tard, plus de 600 avis sont réapparus, mais d'autres avaient encore été supprimés dans l'intervalle. Alors le parc a de son côté affirmé prendre en compte les critiques négatives pour s'améliorer. Nous allons sincèrement faire face aux différentes évaluations et commentaires des visiteurs et nous nous efforcerons d'améliorer encore l'expérience. Et oui, du coup, moi j'ai regardé sur Google juste avant de faire l'enregistrement. Donc là, fin août, effectivement, il y avait bien un peu plus de 600 avis. Et pour une note globale, à l'heure où
on enregistre ces lignes, qui est de 2,5 sur 5, donc effectivement, c'est pas très élevé. Ça donne pas très envie. Non, et sachez que les commentaires, ils sont aussi bien de touristes, de visiteurs japonais qu'étrangers, donc c'est vraiment quelque chose d'international. Ils sont tous à peu près d'accord. J'ai vu aussi qu'ils disaient qu'il manquait des attractions en vrai. Enfin, il y a peu d'attractions à faire sur place, et du coup, il y a un temps d'attente, et aussi peu d'offres finalement pour occuper toute une journée. Ouais, et puis quand on voit les vidéos des dinosaures, c'est vrai que ça donne pas très envie. On a vraiment l'impression que c'est beaucoup moins bien que les maquettes des premiers Jurassic Park, par exemple. Ouais. C'est pas très crédible. En tout cas, je pense pas qu'on soit dans une ambiance qui fasse très très peur. Non, ils ont un bel axe d'amélioration devant eux. Je pense qu'ils ne peuvent que progresser. Après, s'ils ont du budget. S'ils ont du budget, oui. Et puis sur tout ce qui est contre le vent et la pluie, ils distribuent des ombrelles quand il fait chaud et des parapluies quand il pleut. Maintenant. Donc si on reste un peu dans tout ce qui est parfois un peu de pluie et le sud du Japon, on va parler d'une autre news et un peu de météo. Ce sont les inondations importantes qui ont eu lieu dans le sud-ouest du Japon au début du mois d'août, donc particulièrement à Kyushu et précisément dans la préfecture de Kumamoto. Donc il y a eu un appel à évacuer qui a été émis à plus de 3 millions de personnes, donc c'était autour du 10 août à peu près. Et donc des pluies violentes se sont abattues pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, avec des inondations et des glissements de terrain qui ont malheureusement fait quelques disparus. Donc ça a entraîné aussi des dégâts matériels comme des maisons qui ont été donc un peu balayées par la pluie, des bus et certains magasins qui ont subi des inondations. Donc sur le web, des vidéos ont tourné qui ont montré en fait l'étendue du dégât des dégâts des eaux et les hauteurs aussi à laquelle l'eau est montée. Donc il faut savoir que la région de Kyushu et la préfecture de Kumamoto ont déjà été sujettes à des averses abondantes et des glissements de terrain. C'est quelque chose qu'ils connaissent relativement régulièrement malheureusement. Même d'autres catastrophes naturelles, parce que ne serait-ce que le château de Kumamoto, il y a une petite dizaine d'années. Oui, il y avait eu les séismes en avril 2016, etc. Donc la ville qui a enregistré le plus d'eau, c'était la ville de Tamana, toujours dans la préfecture de Kumamoto, qui a enregistré plus 37 cm d'eau à 6h du matin. Donc très vite, les météorologues ont appelé à une vigilance maximale de la part des habitants et a décrit la situation comme présentant un réel danger mortel. Et aujourd'hui, les disparus n'étant pas été retrouvés, on peut estimer que le danger était vraiment mortel. Donc il faut savoir que ces inondations se sont passées en fait en pleine commémoration des 80 ans des bombardements de Hiroshima et Nagasaki. Donc Nagasaki, c'était le 9 août 1945. Et donc du coup, les cérémonies se sont un peu passées les pieds dans l'eau malheureusement. Et certains Shinkansen ont été bloqués le 10 août. Alors on va quitter le sud du Japon et revenir à sa capitale, à Tokyo, pour une mauvaise nouvelle, en l'occurrence, une augmentation. On a l'impression qu'on dit ça ces derniers temps, enfin depuis le Covid, on a l'impression qu'on en parle un petit peu chaque mois quasiment. Alors cette fois-ci c'est JR East, donc l'opérateur ferroviaire côté est du Japon, donc qui a eu l'autorisation gouvernementale d'augmenter son tarif de base pour la fameuse ligne Yamanote. Donc pour rappel, cette ligne circulaire est extrêmement pratique, c'est une ligne de train, donc c'est pas du métro, hein. Une ligne de train qui dessert une bonne trentaine des quartiers les plus touristiques de la ville de Tokyo, incluant Tokyo même, hein. Le centre. Voilà, Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro, Akihabara, Shimbashi, enfin voilà, il y a une trentaine de très grandes gares qui est extrêmement pratique, que l'on peut utiliser avec la carte Icoca par exemple. Eh bien, son tarif de base va augmenter comme on le disait, et c'est la première augmentation générale des prix depuis 1987, donc depuis bientôt 40 ans. Donc c'est pas une augmentation phénoménale, hein. Ça passera de 150 à 160 yens en tarif de base, et ce à partir de mars 2026. Donc en pourcentage, ça fait quand même un peu plus de 7%, mais en réalité, c'est une hausse qui équivaut à peu près 5 centimes. Donc pour rappel, le fonctionnement de la Yamanote, c'est qu'il y a un tarif de base et que vous payez plus cher au fur et à mesure que vous avez un nombre de stations important. C'est-à-dire que si vous faites une station, ça coûte 150 yens, donc bientôt 160. Si vous en faites 10, ça vous coûtera peut-être 300 yens. Enfin voilà, je le dis au hasard, mais c'est un tarif qui est progressif.
Donc il sera bien entendu toujours plus avantageux d'opter pour la carte ICOCA dont on parlait justement, pour économiser ces quelques yens, bien qu'une augmentation de 5 centimes également sera appliquée sur ces cartes. En fait, pourquoi on dit ça? Parce que quand vous utilisez la carte ICOCA, non seulement c'est beaucoup plus pratique de prendre le train, et donc y compris la Yamanote ou le métro, voilà, mais en plus de ça, vous avez une petite réduction sur votre trajet. Donc n'hésitez pas à commander votre carte ICOCA avant de partir, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Donc le prix des billets Shinkansen sur le réseau JR East ainsi que plusieurs trains régionaux vont également augmenter en mars 2026. Pour l'instant, on n'a pas eu de chiffres précis annoncés, et l'entreprise JR East ajoute que l'augmentation des prix est nécessaire pour continuer à pouvoir financer l'entretien et la sécurité des transports qui, comme on le sait au Japon, est extrêmement élevée. Donc la société évoque notamment une large augmentation des prix, par exemple des fournisseurs d'électricité qu'elle doit répercuter sur le tarif du billet. Et puis elle évoque également la baisse de fréquentation des transports en raison du télétravail qui ne fait que continuer à se démocratiser depuis quelques années, donc depuis le Covid. Il faut savoir qu'en 2025, on fête le 100e anniversaire de l'achèvement de la Yamanote. Donc pour information, elle a 100 ans. Et que la dernière gare, c'était la gare Takanawa Gateway. Takanawa, qui a été inaugurée en 2020. Et les abords de la gare, et notamment un espèce de centre commercial qui est sorti de terre et a été fini d'aménager en mars 2025. Et vous pouvez vous y rendre si vous voulez voir quelque chose un peu plus moderne. On peut se déplacer avec des robots qui nous déplacent, enfin des chariots automatiques qui nous déplacent. Donc on continue avec une autre news toujours à Tokyo, mais cette fois-ci on s'en va à Disney, donc dans les parcs Disney de la capitale, où en fait on observe une baisse de fréquentation. Il y a moins de visiteurs qui se rendent au parc Disney à Tokyo. Donc voilà, il n'y a plus de surtourisme dans les parcs Disney. Non, je plaisante, il y en a quand même toujours un peu. Mais il faut enregistrer quand même que d'avril à septembre 2024, Tokyo Disney Resort a vu 12 millions de visiteurs, soit une baisse de 2,4% par rapport à la même période en 2023. Donc c'est quand même assez notable. Et il s'agit donc de la première baisse de fréquentation depuis la rouverture du parc après le Covid. Cette baisse aurait de nombreux facteurs. Toujours l'inflation, ce qu'on disait tout à l'heure, la baisse du yen qui est bien pour les visiteurs étrangers mais un peu moins intéressant pour les Japonais, sachant que les Japonais sont très friands de Disney. Et aussi la fin des passes annuelles de Tokyo Disneyland qui a du coup a mis un petit coup à ceux qui venaient le plus souvent. Et puis comme on est en période d'été, la chaleur pourrait aussi expliquer cette baisse de fréquentation vu que le Japon a enregistré quelques pics de chaleur ces derniers étés. Et donc beaucoup renonceraient à leur visite pour ne pas attendre des heures sous le soleil. C'est un peu comme le parc d'attractions à Okinawa, il n'y a pas de zone d'ombrage en fait de prévu à la base. Alors Disney c'est un peu plus vieux dans le temps, et donc du coup les gens doivent attendre sous une pleine chaleur et ça peut être vraiment très difficile. Donc du coup, plusieurs mesures avaient quand même été mises en place pour vaincre la chaleur avec des campagnes mettant en avant les attractions aquatiques, des défilés aussi avec de l'eau pulvérisée sur de larges surfaces et aussi quelques créations quand même d'espaces ombragés, donc je pense avec des toiles, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de chaleur, ça ne doit peut-être pas beaucoup fonctionner. Et puis après, vous pouvez aussi, les gens pouvaient quand même aussi se rabattre sur tout ce qui est gadgets d'été, donc les ventilateurs de poche, les brumisateurs ou des serviettes rafraîchissantes qui sont en vente dans les boutiques. Mais malgré ces initiatives, cela n'a pas fonctionné totalement vu qu'ils ont quand même enregistré une baisse de fréquentation. Et donc du coup, à la fin du mois de juillet 2025, les actions d'Oriental Land Company, donc l'opérateur du parc, ont quand même diminué de plus de 20% en un an. Donc ça c'est assez dommage pour Tokyo Disney parce qu'ils ont quand même fait depuis ces dernières années des investissements massifs sur la rénovation des univers et des attractions phares. On pense notamment à l'ouverture de Fantasy Springs l'année dernière, à la rénovation de Space Mountain qui est prévue pour 2027 et ils annoncent aussi une refonte du monde Adventureland, donc ils mettent beaucoup aussi d'argent pour essayer de redynamiser le parc, de le rendre un peu aussi différent de la version américaine. À la base c'est une copie
de Orlando et ils essayent quand même de lui donner en fait un peu de caractère, mais ça ne prend pas auprès des visiteurs, je pense effectivement, parce que la billetterie est toujours un peu complexe et parfois assez chère et ne garantit pas forcément qu'on puisse couper les files d'attente. En tout cas, c'est plus compliqué qu'à USJ où on peut acheter directement un fast pass. Et en dernière note, je vous donnerai juste les dates d'Halloween 2025 parce que ça reste une période Halloween qui est très sympa pour visiter les parcs d'attractions au Japon. En général, les décorations et l'ambiance, elle est assez impressionnante et immersive. Et donc cette année, Halloween à Disney, c'est du 17 septembre au 31 octobre. Donc n'hésitez pas à aller visiter les parcs à cette période, c'est assez impressionnant parce que les Japonais sont très très forts sur l'ambiance des morts vivants et des citrouilles au moment d'Halloween. Ouais, et puis il faut le mettre en perspective. Certes, il y a une baisse, mais la baisse, elle est de 2 et quelques %. Et puis, sauf erreur de ma part, eh bien, Tokyo Disney, ça reste toujours l'attraction touristique la plus visitée au monde. C'était le cas, en tout cas, il y a une dizaine d'années. Je le vois en regardant l'article Kampai en même temps qu'on enregistre. En 2015, il y avait eu plus de 31 millions de visiteurs sur l'année. Donc là, on voit 12 millions de visiteurs entre avril et septembre, sur seulement quelques mois. Ça reste une baisse, évidemment, mais une baisse qui est à mettre en perspective avec le volume très important global. Donc on va reparler un petit peu comme tous les mois de l'exposition universelle d'Osaka. Rassurez-vous, c'est fini dans quelques semaines au mois d'octobre, donc on arrêtera de les critiquer. Non, mais c'est qu'en fait, on a l'impression que chaque mois, il y a un nouveau problème qui arrive. Et là, cette fois-ci, le problème, il n'était pas directement dans le parc. Il y a eu un problème technique qui a entraîné l'arrêt de la circulation de la ligne Chuo du métro d'Osaka. Alors plus précisément entre les stations de Yumeshima et Nagata, qui est en réalité la seule ligne qui dessert le site de l'exposition universelle. Et ça a eu lieu le 13 août dernier. Il y a environ 30 000 visiteurs qui étaient encore sur place à l'expo vers 21h30. Et quand même 36 personnes ont été hospitalisées pour des malaises ou en raison de la chaleur. Et d'autres parmi ces 30 000 ont dû passer la nuit dans des pavillons ou sous les abris du site, tandis que de l'eau et de la nourriture ont été distribués à ces visiteurs qui se sont retrouvés tout simplement coincés dans l'exposition universelle sans possibilité de prendre le métro pour repartir du site de l'expo. Alors vers 5h du matin, les stations ont à nouveau été desservies, les réparations avaient été effectuées dans la nuit et une annonce a été faite pour encourager les visiteurs à rentrer chez eux. Je pense qu'ils n'avaient pas non plus besoin d'être beaucoup encouragés. Ils ont gagné un billet nocturne, ce qui est quand même assez rare pour l'exposition universelle. Ils ont été les seuls à pouvoir profiter de l'expo de nuit. Et fermé. Alors le lendemain, la compagnie de métro d'Osaka a présenté ses excuses pour les désagréments causés à de nombreux visiteurs bloqués sur place. Donc je cite: « Nous nous excusons d'avoir causé des problèmes aux visiteurs de l'expo et aux parties connexes. » Et on doit cette citation à Motoharu Hori, qui est le chef du siège social de l'entreprise et qui l'a déclaré lors d'une conférence de presse. Lors de cette prise de parole, la société a révélé que c'est en réalité une simple panne de courant qui avait provoqué la suspension du service. Il a quand même fallu pas mal d'heures pour pouvoir remettre le courant. Oui, à noter qu'on peut aussi arriver sur le site de l'expo en bateau, parce que là, peut-être que ça fonctionne sans électricité. En fait, vous avez aussi des voies fluviales pour arriver jusqu'à l'expo, et ensuite, c'est un bus qui vous accompagne. Donc là, je ne sais pas comment 30 000 visiteurs étaient encore sur place. Ils n'ont peut-être pas pu tous repartir en bus, mais ils auraient pu peut-être essayer de les évacuer d'une autre façon. C'était peut-être pas possible. Donc l'expo termine le 13 octobre 2025. Donc il reste encore un mois d'actualité pour savoir comment ça va se terminer. C'est vrai que c'est toujours un peu chaotique leur organisation. On voit encore passer sur les réseaux sociaux des images qui montrent souvent l'entrée du site qui est bondée et des gens qui attendent avant de passer. Je pense que c'est le matin. Il y a une sorte de goulot d'étranglement qui se fait entre la sortie du métro de Yumeshima et l'entrée du site. Et j'ai encore vu une photo passer d'un de nos équipes sur place qui montrait en fait une marée d'ombrelles des gens qui attendaient en fait de rentrer. Donc on va partir maintenant sur une news à l'étranger qui se déroule en Chine et qui est assez insolite et amusante, et c'est pour ça qu'on l'a sélectionnée. Donc la Chine aime bien en fait faire des copies des choses qu'ils apprécient partout dans le monde. Ça, c'est
un peu un stéréotype, mais qui quand même se démontre sur place. Et il faut savoir que dans un parc dans la province de Hebei en Chine, donc pas loin de Pékin, on a maintenant une représentation en fait du mont Fuji qui est assez drôle et qui a fait le tour des réseaux sociaux et elle est déjà d'ailleurs devenue la risée de la toile puisque en fait on moque un peu la représentation qu'ils ont fait du mont Fuji parce que il est assez iconique, mais dans le mauvais sens, dans le sens où ils ont fait en fait, ils ont recouvert une colline de gazon et au sommet ils ont peint en fait de peinture blanche pour créer en fait un effet de neige au sommet. Donc on se retrouve en fait avec un petit mont Fuji, donc qui est à la hauteur d'une colline qu'on peut monter en quelques pas et qui est vert. Donc alors que le mont Fuji est une montagne volcanique, un ancien qui n'est pas, il n'y a pas de végétation qui pousse. Donc là c'est tout vert, c'est tout joli et on a une petite pointe en haut qui est blanche. Donc le parc à thème où on peut visiter ce faux mont Fuji, il s'appelle Universe Fantasyland et si vous avez envie de le voir, il faudra quand même s'acquitter d'une entrée qui coûte 98 yuan, donc environ 11 €. Et si vous l'achetez en ligne, vous aurez le droit à une petite réduction et vous ne payerez que 78 yuan. Donc les moqueries, ça vient aussi du prix les visiteurs trouvent ce montant bien trop élevé pour l'expérience, parce qu'une fois qu'on arrive au pied donc de ce faux mont Fuji, en fait on se retrouve face vraiment à quelque chose de très artificiel. Alors que l'attraction est présentée à la base comme une évasion dans la nature, une plongée dans des pâturages verts avec une cabane en bois qui est devant ce mont Fuji et un cheval blanc. Et pour l'animation, il faut savoir que chaque week-end, le volcan entre en éruption, enfin la colline verdoyante entre en éruption et libère pour cela de la fumée rose artificielle. Tout est mignon, mais dans un sens un peu creepy. Donc voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, vous verrez plein de petites vidéos aussi sur TikTok, etc. C'est assez mignon. On l'a relevé parce que c'était une fois de plus une représentation du mont Fuji un peu décalée. Sachez que le vrai, vous pouvez toujours faire l'ascension jusqu'à début septembre, mais vous ne croiserez que peu de pelouse et pas d'escalier, pas d'ascenseur et pas de neige parce que c'est l'été. Ouais, là tu peux faire l'ascension beaucoup plus rapidement, il te faut juste 3 secondes en fait. Oui, il faut 3 secondes, non mais on peut le faire en petit talon. Puis t'as plus besoin de faire la blague comme à côté de la tour de Pise ou n'importe quoi, de mettre ta main dessus pour non, faire... oui, là je pense qu'on peut mettre le doigt sur le sommet. Donc voilà, ça fait partie. On n'est pas dans un parc de miniatures, hein, mais c'est vrai que ça y ressemble quand même fortement. Donc on va rester sur le mont Fuji, dans la thématique du mont Fuji pour une autre news, et cette fois-ci on va au pied et même au sommet du vrai mont Fuji, donc dans la région de Chubu au Japon, puisqu'il y a eu un nouveau record concernant son ascension là pendant l'été 2025. C'est un japonais de 102 ans qui a gravi le mont Fuji et a été certifié par le Guinness World Records comme la personne la plus âgée à avoir accompli cet exploit. Et on peut parler d'exploit parce que vraiment c'est impressionnant ce qu'il a réussi à faire. Donc le monsieur s'appelle Kokichi Akuzawa et il était il est atteint d'une grave maladie cardiaque. Et en fait, il s'est mis ça comme objectif et il a réussi à faire son ascension en 3 jours accompagné de ses proches. Donc c'est une belle performance. Donc ce monsieur, il est né en 1923 et il pratique l'alpinisme chaque semaine. Donc il n'est pas non plus totalement nouveau dans la randonnée. Il avait déjà d'ailleurs atteint le sommet à 96 ans, qui était déjà un bel exploit. Et donc là, il a préparé son ascension pendant longtemps et en fait, et pour pallier aussi à ses problèmes de santé. Il faut savoir que sa petite fille qui était infirmière a été présente à ses côtés au cas où il y a un problème. Mais ça s'est très très bien passé et en fait ça lui a permis de profiter d'une convalescence rapide, ce qui a surpris les médecins. Il faut savoir qu'il marchait 1 heure tous les matins pour se préparer à cette ascension. Et il continue l'alpinisme de manière hebdomadaire. Après avoir accompli ce record, Kokichi Akuzawa a assuré que ce n'était rien de spécial, mais qu'il ne remonterait plus jamais le mont Fuji. Alors, dernière news de notre rubrique tourisme, un petit peu pour la blague cette fois-ci. Tokyo a été citée meilleure ville dans 2 catégories. Alors, une qu'on va aborder là juste à l'instant et puis une autre un petit peu plus tard dans le podcast.
Là, on va commencer par Tokyo, meilleure ville pour se remettre d'une rupture amoureuse. Alors ça, on l'a pas vu venir. Elle a été reconnue officiellement la meilleure ville au monde pour guérir après une rupture selon des recherches récentes menées par l'application SplitUp selon Japan Travel. La raison, elle est toute simple. Tokyo abrite près de 2000 spas où il est possible de bénéficier de massages, de bains apaisants et de nombreux soins qui peuvent aider à soulager le stress émotionnel et à oublier votre ex. On parle juste de soins. Alors, Tokyo n'est pas la ville la plus connue au Japon pour accueillir des onsen, les sources chaudes naturelles, mais en revanche, comme on l'a dit, elle a de nombreux spas de luxe aux soins extrêmement modernes. Et la sécurité est également un critère que Tokyo remplit et qui est très important après une rupture, c'est-à-dire avoir un environnement sécurisé et accueillant. Et pour ça, le lieu est tout trouvé. Tokyo est une des grandes villes les plus sûres du monde, comme on vous l'explique très régulièrement. Et dernier critère qui a permis à Tokyo de remporter ce classement, c'est le calme. Et Tokyo possède de nombreux espaces verts qui appellent à la détente et à la réflexion, avec notamment 400 rivières, lacs, plages, etc. dans lesquels vous baladez pour essayer de penser à autre chose. Alors les cœurs brisés peuvent se reconnecter avec eux-mêmes, par exemple près de la rivière Sumida ou alors à Odaiba, ou bien entendu dans plein d'autres lieux de la capitale japonaise que nous détaillons sur Kanpai, que vous ayez subi une rupture ou non, bien entendu. Oui. Et attention quand même à ne pas sauter d'un des ponts qui traverse la Sumidagawa, parce que là, on sera plus sur quelque chose de bien-être. Et alors moi, je rajouterais juste quelque chose de plus basique, c'est que l'application ne parle pas du tout de comment on se remet d'une rupture classiquement, c'est-à-dire en consommant de l'alcool de façon toujours modérée. Mais sachez qu'au Japon, quand il y a une personne qui est trop alcoolisée, elle peut rester en fait dans la rue. Les gens vont la mettre en position latérale de sécurité. Elle va sûrement rester dormir dans la rue le long d'un trottoir ou comme ça. Et en général, les gens vont l'enjamber et passer au-dessus. Et vont la laisser se reposer, se remettre de ses émotions et pouvoir se réveiller le lendemain. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'on parle de ville la plus sûre pour se remettre d'une rupture. Donc, première news de la rubrique société, elle va concerner donc la météo et plus précisément les températures qui ont eu lieu cet été au Japon. Et donc on a enregistré en juillet et en août les 2 journées les plus chaudes de l'histoire du Japon. Donc tout d'abord, le 30 juillet, on a enregistré la température de 41,2 degrés dans la ville de Tamba, donc préfecture de Hyogo. Le précédent record, il était de 41,1 degrés. Donc là, on avait vraiment un tout petit peu augmenté de température. Et c'était notamment à Kumagaya, dans la préfecture de Saitama, où on avait enregistré cette température-là. C'était en 2019 de mémoire. Et donc le 30 juillet, on a eu une zone de haute pression donc sur Honshu avec peu de nuages pour protéger du soleil. Et donc là, on est revenu à un record historique de température. Le même jour, à Fukuchiyama, dans la préfecture de Kyoto, le maximum a été atteint avec 40,6 degrés. Donc première fois que la température dépassait les 40 degrés. Donc à Tokyo, 66 personnes âgées de 13 à 98 ans ont dû être transportées dans des établissements médicaux pour un traitement d'urgence lié à la chaleur. Donc c'est les fameux coups de chaleur ou fatigue d'été qu'on peut observer au Japon si on reste trop longtemps exposé sous cette chaleur sans se protéger, sans s'hydrater, etc. C'est des choses qui arrivent, mais si on sait s'en prémunir, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'était pour le 30 juillet, 41,2 degrés. Et ensuite, le record historique a de nouveau été dépassé le 5 août, où là, on a enregistré une température de 41,8 degrés à Isesaki, dans la préfecture de Gunma, à l'est du Japon. Donc on est plutôt dans les terres à chaque fois quand on vous donne ce genre de température. Ce sont les villes qui sont dans les terres, donc pas sur les littoraux. Donc ça, c'est le record historique de température la plus élevée au Japon. Et pour comparaison, en France, le record officiel de température la plus chaude jamais enregistrée est de 46 degrés à Vérargues. Donc c'est une ville dans le département de l'Hérault en Occitanie. Et elle date du 28 juin 2019. Donc la France gagne en fait cette comparaison malheureusement. Mais voilà, c'est pour faire un point sur les températures estimes.
Oui, donc ça montre bien que, enfin là on parle de changement climatique en réalité, hein, d'augmentation de la température globale, et pas seulement de l'été japonais qui est chaud, parce que comme on le dit, c'est un petit peu, alors je vais pas dire une idée reçue, hein, il fait chaud au Japon en été bien sûr, mais c'est pas quelque chose, comme on le répète régulièrement, qui est de nature à faire abandonner un voyage au Japon en été, parce que comme tu viens de le dire, en fait, il a déjà fait plus chaud il y a quelques années en France qu'au Japon. Alors on va parler d'un sujet qui concerne peut-être moins nos auditrices et nos auditeurs, mais c'est un sujet relativement anecdotique quand même, parce qu'il y a eu un changement de loi tout simplement concernant les personnes décédées et qui subissent une crémation, tout simplement pour pouvoir régler ces frais-là. Et bien le gouvernement japonais vient d'informer les municipalités et les institutions financières qu'elles ont désormais l'autorisation d'utiliser les propres économies des personnes décédées pour financer leur inhumation ou leur crémation, et ce sans l'accord des héritiers. Cette décision a été prise après le grand nombre d'occurrences de personnes isolées qui décèdent en zone rurale et dont les frais funéraires reviennent à la charge des municipalités, ce qui veut dire in fine à la charge des impôts des citoyens. Donc les ménages constitués d'une seule personne au Japon sont passés de près de 26% en 1995 à 38% en 2020, donc c'est une augmentation quasiment de moitié plus, et parmi les personnes âgées de 65 ans et plus, la part de ces ménages d'une personne est désormais de 12,1%. Entre avril 2018 et octobre 2021, plus de 105 000 personnes sont mortes, 100 personnes pour s'occuper de leurs enterrements ou de leur crémation, selon le ministère de l'Intérieur, donc on imagine la somme globale qui doit être très 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 élevée. Alors désormais, les municipalités pourront utiliser l'argent qui est sur le compte de la personne décédée pour organiser les rites funéraires, et ce sans attendre l'accord des héritiers. Une manière évidemment de limiter les frais des municipalités elles-mêmes. Oui. Donc pour rappel, au Japon, la crémation est vraiment quelque chose d'assez courant parce que c'est un rituel bouddhiste. Et donc c'est comme ça que l'on finit. Pour rappel, on est shinto et on meurt bouddhiste. Et donc cette purification par le feu est très importante pour les Japonais. Donc j'enchaîne avec une autre news de société, Gaëlle, qui est la suite de la première actualité que tu as donnée sur Tokyo comme meilleure ville pour se remettre d'une rupture amoureuse. Et là, il y a un autre classement qui donne Tokyo première destination de vacances-travail ou de workation en 2025. Donc la meilleure ville pour travailler en vacances. Donc elle a gagné dans un classement effectué par le baromètre Work from Anywhere d'International Workplace Group. La capitale japonaise est en tête devant des villes comme Rio de Janeiro, Budapest, Séoul ou encore Barcelone. Donc c'est devenu en fait une tendance de prolonger ses vacances avec du télétravail à distance lorsque cela est possible, bien évidemment. Et Tokyo s'est démarqué dans ce domaine en obtenant des scores élevés en matière de vitesse du réseau internet, de sécurité, de transport, de qualité de la nourriture et aussi d'une offre culturelle importante ainsi que des espaces de travail adéquats. Donc il faut aussi savoir que depuis avril 2024, il y a un nouveau visa qui a été lancé au Japon, donc le visa digital nomade, donc nomade numérique, qui permet en fait de faire des séjours pour travailler à distance depuis donc le Japon qui serait son lieu de vacances. Donc ce visa, pour rappel, il a une première durée de validité qui est de 6 mois et il faut donc faire partie d'un des 49 pays éligibles à ce visa, donc dont les pays de l'Europe, de l'UE et aussi les États-Unis, etc. Et présenter surtout un revenu annuel brut équivalent ou supérieur à 10 millions de yens. Donc à peu près entre 58 et 59 000 euros au taux de yens actuel, donc en fin août, début septembre 2025. Ouais, c'est quand même pas accessible à tout le monde. Non, et en fait, ce revenu-là, il faut le dégager sans être employé au Japon, puisqu'on vient en vacances au Japon. Donc ça doit être un revenu que l'on acquiert dans son pays de provenance ou alors d'une entreprise qui est basée ailleurs qu'au Japon. Il faut aussi souscrire une assurance maladie obligatoire et on peut faire venir sa famille si elles sont également inscrites à l'assurance.
La fiscalité étant assez élevée au Japon et en plus elle a tendance à augmenter dans les prochaines années, je suis pas sûr que beaucoup d'influenceurs à Dubaï déménagent à Tokyo grâce à ce visa. Non, alors après, quand on parle de meilleures villes pour travailler en vacances, souvent les gens ils viennent avec le visa touriste et donc ils restent 90 jours maximum pour en tout cas la durée la plus commune à ce visa-là. On n'a pas encore des données sur le nombre de visas digital nomades qui ont été donnés, mais c'est peut-être pas si significatif que cela pour l'instant. Alors Charlie serait là, il nous dirait qu'on en parle également tous les mois, la dépopulation japonaise qui ne cesse de s'accroître. Et bien là, c'est encore le cas malheureusement. On a eu les chiffres de 2024, les chiffres définitifs, et c'est un record. 2024, c'est la 16e année consécutive de baisse de la population. Les relevés ayant commencé en 1968, la baisse de 2024 est la plus importante. En effet, 2024 a enregistré 900 000 personnes japonaises en moins, et ce malgré les efforts, alors on pourrait le dire avec un petit peu d'ironie, menés par le gouvernement pour relancer la natalité, et ces efforts dont on parle régulièrement ici dans le podcast. Alors c'est quand même pas rien parce que la population japonaise a perdu 0,75% de son total, et elle atteint désormais 120,65 millions d'habitants. Et ces chiffres ont fait dire il y a quelques mois au Premier ministre Ishiba que le Japon avait affaire à une urgence silencieuse. Le record était également du côté de la population d'étrangers au Japon, mais dans un sens inverse, puisqu'on compte désormais quasiment 3% d'étrangers dans la population totale au Japon. Le Japon, lui, a la deuxième population la plus âgée au monde, avec un âge médian de 50 ans. Ce record mondial, il est tenu, lui, à Monaco, qui est top 1 avec 57 ans. Mais bon, c'est pas la même quantité de personnes. Hein. Les plus de 65 ans représentent 30% de la population japonaise, et cela va de pair, eh bien, on a enregistré les chiffres les plus bas concernant les naissances, avec moins de 700 000 naissances en 2024, qui est également le chiffre le plus bas depuis le début des relevés en 1899, donc il y a plus de 100 ans. Alors avec de plus en plus de morts et de plus en plus de vieilles personnes et de moins en moins de naissances, eh bien il est normal que les Japonais soient de moins en moins nombreux. Oui, ce qui reste en fait encore plus de villages, notamment dans les campagnes, qui vont devenir fantômes et que l'on pourrait découvrir sans aucun surtourisme, sans aucun tourisme du tout d'ailleurs. On voit souvent des gens qui vont parcourir un peu la campagne japonaise et qui vont s'arrêter dans d'anciens villages, et c'est vrai qu'il n'y a plus personne, malheureusement. Donc on va rester un peu dans la dépopulation, mais on va juste parler d'un seul décès et d'un vieux monsieur, donc paix à son âme. Le grand maître volant, Sen Genshitsu, s'est éteint le 14 août dernier, donc à l'âge de 102 ans. Donc ce monsieur en fait est un grand maître de cérémonie du thé. Il est connu en fait à l'international pour avoir servi du matcha à de nombreux dirigeants à travers le monde, comme la reine Elisabeth II ou encore Gorbatchev. Cet homme-là, il a en fait une histoire qui est assez particulière. Il est né en 1923 à Kyoto et il avait été entraîné à conduire à la base des avions kamikazes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais le conflit s'est arrêté avant sa mission. Du coup, il n'a jamais en fait pu voler au cours de la Seconde Guerre mondiale, et donc du coup, il est devenu en fait maître de thé. Donc après avoir servi le thé à ses camarades dans l'armée, Sen Genshitsu est devenu grand maître de cérémonie du thé de l'école Urasenke. Donc c'est une école assez réputée. Il a ensuite été ordonné moine zen et est devenu en 1964 le 15e grand maître de l'école Urasenke, en succédant à son père après son décès. Donc il a vraiment une vie en fait qui était à la base très guerrière, et il est devenu complètement pacifique. Et d'ailleurs sa devise, elle est « la paix grâce à une tasse de thé ». Donc en 2002, il a passé son titre à son propre fils, et il n'a quand même jamais cessé en fait de proclamer en fait le pacifisme à travers le monde. Il a aussi officié au siège des Nations Unies, et jusqu'à sa mort, il est resté très impliqué dans son travail, en prononçant de longs discours et en occupant plus d'une centaine de postes, dont conseiller auprès du gouvernement. Donc c'est quand même
un maître assez connu. Il avait reçu l'ordre japonais de la culture en 1997 et il a également obtenu la Légion d'honneur donc française en 2020. C'est assez passé inaperçu de mon côté. Donc il faut savoir que ce grand maître donc, fait ce qu'on appelle la cérémonie du thé, donc c'est le fait de boire traditionnellement un bol de thé matcha. Et pour tous ceux qui sont intéressés par cette culture à la fois de gastronomie et de rituels spirituels, vous pouvez aussi assister vous-même à une cérémonie du thé. Ça se réserve notamment en passant par Keikaku et vous aurez un petit peu l'essence de ce que le grand maître voulait faire passer au monde, c'est-à-dire la paix grâce à une tasse de thé. Il faut savoir que c'est une version raccourcie entre guillemets qui est proposée aux touristes parce que la vraie cérémonie du thé, sauf erreur, elle dure environ 4 heures. Elle implique d'être en habit traditionnel, de s'asseoir en seiza, donc ce qui fait très très mal aux genoux et au dos pendant aussi longtemps. Donc là, la version cérémonie du thé, c'est une approche expérientielle qui est relativement courte, qui dure moins d'1 heure, mais dans laquelle on a une bonne découverte en tout cas de cette expérience et on peut aussi déguster à la fois le thé et puis la petite pâtisserie qui l'accompagne. Et pour une dernière précision, le thé est bu pur, il n'y a pas de lait associé avec le matcha, on ne boit pas du latte matcha en cérémonie de thé japonaise. Avec des California Rolls, tu veux dire? Non, ça n'existe pas. Je tiens à préciser, vous ne pourrez pas non plus demander du sucre. Le sucre est dans la pâtisserie wagashi. Hein. Une petite touillette? Pas de touillette. Donc après avoir rendu hommage au maître de thé, et on va plutôt maintenant s'orienter du côté des naissances ou des futures naissances. En fait, il y a une autre news société qui concerne l'interdiction de vente d'échographies de seconde main. Donc Mercari, le site qui est top 1 des applications de brocante en ligne au Japon, a décidé d'ajouter dans ses conditions de vote un article très particulier et plutôt intime dans sa section inappropriée qui stipule que il est interdit à partir du 1er septembre 2025 de mettre en vente des tests de grossesse et des échographies en vente en seconde main. Donc il s'agissait plutôt d'échographie prénatale, voire d'échographie aussi cardiaque, parce qu'apparemment certains sont pas capables de faire la différence. Donc ces interdictions, ça vise surtout à éviter des falsifications en fait, que de certaines personnes utilisent en fait ces documents normalement médicaux et privés pour faire du chantage ou exiger de l'argent contre un avortement ou dans le cas d'une situation d'adultère, etc. C'est dans ce sens-là que Mercari en fait l'interdit, même si finalement les raisons de cette interdiction restent assez floues, qu'elle ne repose sur aucune preuve, mais plutôt des tweets qui sont passés sur les réseaux sociaux. Donc c'est en fait l'idée d'interdire et d'éviter de potentielles arnaques à la grossesse, donc ce qu'on nomme en japonais Ninchin Sagi. Donc c'est une news qui est un peu particulière. C'est vrai qu'on ne se pose pas la question de revendre ses propres échographies, mais apparemment ça peut se faire. En tout cas, ça ne peut plus se faire depuis le 1er septembre 2025 au Japon. Et pour être sûr de ne pas recevoir d'échographie, il suffit de se mettre avec un conjoint virtuel. Alors l'intelligence artificielle s'immisce partout sur nos applications, et désormais les applications de rencontre ne dérogent pas à cette nouvelle règle. Et une en particulier commence à avoir du succès, on en entend de plus en plus parler. Il s'agit de Lovers, une appli où les personnes rencontrées sont générées directement par IA. Alors il y a 2 façons de procéder. Une partie de l'application est gratuite et pour l'autre il faut payer à peu près une quinzaine d'euros par mois. L'entreprise Lovers indique que la majorité de ses utilisateurs sont des hommes mariés d'une 40aine d'années. Donc les personnages générés ont des photos de profil, un métier, des hobbies, etc. et aussi des comportements qui veulent se rapprocher de l'humain. Alors afin de ne pas sombrer dans l'addiction aux relations artificielles, l'entreprise se protège en indiquant sur la conversation, je cite, « Ceci est fictif ». De plus, si les personnes humaines, les humains, évoquent des envies par exemple de suicide ou d'autres gros problèmes comme ça, elle sera directement redirigée vers des services gérés par le gouvernement. Alors sur le texte de l'application qu'on peut trouver sur Google Play, on lit « Parce que tous vos partenaires sont des IA. Avec Lovers, tout le monde peut tomber amoureux et s'émerveiller à tout moment, même marié, père de famille ou âgé. Vivez une histoire d'amour inoubliable avec votre partenaire IA. »
Alors moi, cette news, elle me fait vraiment penser avec un parallèle avec la série américaine Severance qui est diffusée sur Apple TV+, où on parle de dissociation de personnes. En gros, il y a une vie, on a une vie à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça me fait vraiment penser à ça, ces rencontres avec IA. Et je trouve ça assez particulier, assez compliqué à gérer dans son cerveau, je pense, d'avoir 2 relations en parallèle, même si ça reste quelque chose d'épistolaire. Ceux qui l'utilisent, en tout cas, sont sûrs de ne pas tromper, après à voir si la législation va évoluer. Ouais, puis alors, qu'est-ce que tromper ? Pas tromper physiquement, aussi. Alors, on dit toujours que le train au Japon est rapide, ponctuel, sûr, etc. Et c'est vrai, dans la très très grande majorité des cas, mais là, on a une anecdote qui est assez amusante et qui est assez rare, d'ailleurs, c'est la première fois que j'entends ça. Un train de nuit haut de gamme, comme il en existe un certain nombre au Japon, a annoncé l'annulation d'un futur trajet après avoir découvert, alors ça on n'aurait pas pu le deviner, que son personnel consommait régulièrement de l'alcool à bord. Et le plus drôle en fait, c'est que ils n'étaient pas en train de boire entre eux, ils avaient une excuse en fait, les staffs qui faisaient ça. Ils ont dit on buvait de l'alcool sous couvert de contrôle qualité. Alors ces dérapages auraient débuté en septembre 2022 dans un train qui s'appelle le Suite Shikishima, donc sur l'île du même nom. Et ce train de nuit appartient à une filiale du groupe JR East. Donc l'entreprise a déclaré « Cela nuit non seulement à la confiance dans notre entreprise, mais constitue également un comportement inacceptable de la part du personnel chargé de veiller sur nos clients. » Et selon plusieurs médias locaux, 6 employés ont été suspendus, ce qui a provoqué un manque de personnel et donc la suppression du train qui devait circuler dans les régions de Niigata et Nagano. Alors pour information, un séjour de 2 nuits avec une journée était vendu environ 2600 € et il comprenait un dîner à la française avec des vins très chers et la visite d'un domaine viticole. Donc l'excuse effectivement était toute trouvée pour le personnel. Oui. Après, un dîner à la française, quand on fait des dégustations de vin, on est censé recracher pour les contrôles qualité. Alors on part sur une autre actu concernant en fait l'utilisation des smartphones. Le 21 août dernier, la ville de Toyoake dans la préfecture d'Aichi a annoncé la sortie d'un projet d'ordonnance municipale un petit peu particulier, intitulé « Ordonnance sur la promotion d'une utilisation appropriée des smartphones et autres ». Donc cette dernière contient en effet des directives afin de limiter officiellement le temps d'écran par jour des résidents de la ville. Donc en 2020, l'Assemblée préfectorale de Kagawa avait déjà adopté une ordonnance similaire qui visait à limiter le temps d'écran pour les enfants de la préfecture. Et ici, la ville de Toyoake a décidé que cela concernerait tout le monde, aussi bien les enfants que les adultes, soit environ 68 000 habitants. Donc le projet prévoit de limiter le temps d'utilisation des smartphones et appareils de jeu, tablettes, PC à 2 heures par jour, tout en accordant quand même des exceptions pour le travail et les études. Parce qu'on sait que maintenant, beaucoup de choses se font de manière dématérialisée et donc il faut se connecter pour pouvoir avoir accès à ses devoirs, à ses manuels d'études, etc. Donc la raison de ce projet d'ordonnance est, selon la municipalité, la perturbation du mode de vie et l'impact négatif sur la santé et les interactions familiales à cause des écrans. Donc c'est des choses qu'on entend aussi chez nous en France, mais on n'a pas encore de limitation comme ça journalière. Donc le maire de 56 ans de Toyoake, qui se nomme Masafumi Koki, a déclaré « Tout en reconnaissant que les smartphones sont un outil de style de vie pratique, je veux que les résidents considèrent la question sociétale de leur utilisation appropriée. » Donc il faut savoir que des règles supplémentaires sont également prévues pour les enfants dans l'ordonnance, comme l'arrêt des écrans après 21h pour les enfants en primaire et à 22h pour les enfants un peu plus âgés. Et toujours avec une petite exception si l'usage de ces écrans est à des fins scolaires. Donc peut-être que ça arrivera en France, ces limitations. On verra si on est capable de les appliquer. Donc on va partir maintenant sur une autre news qui concerne l'immigration au Japon. Donc le Japon, on le sait, a une démographie en berne depuis des années et cherche donc du coup à un petit peu apporter de sang neuf dans sa population. Donc le Japon pourrait à l'avenir avoir un taux de résidents étrangers qui représenterait 10% de sa population.
Donc face à ce constat, le gouvernement a annoncé sa volonté de réviser les politiques d'immigration selon un récent rapport du ministère de la Justice. Donc est-ce que des limitations pourraient-elles être envisagées ? Parce que est-ce qu'il n'y aura pas un tsunami de résidents étrangers ? En tout cas, le rapport appelle à un changement fondamental de politique sur le sujet en critiquant les précédentes mesures du gouvernement. Il souhaite lancer un examen approfondi en développant des scénarios de croissance basés sur l'échelle des ressortissants étrangers acceptables. Donc l'idée est de déterminer si l'arrivée de résidents étrangers en nombre important aura un impact sur des domaines tels que les systèmes fiscaux, la sécurité sociale, les salaires, l'éducation, la sécurité publique, etc. Donc selon le ministère de l'Intérieur, en juillet 2025, le nombre de ressortissants étrangers résidant au Japon était de 3 475 000. La plupart sont concentrés dans Tokyo et sa région, il faut préciser. Donc la barre des 10% de la population pourrait être atteinte d'ici 2070 selon le ministère. Côté population locale, cette dernière reste quand même assez méfiante quant à l'immigration, en particulier depuis un projet de coopération qui a été mal interprété avec l'Afrique. Donc, en effet, l'agence japonaise de coopération internationale a fait de 4 villes, Sanjo, Kisarazu, Imabari et Nagai des Africa Hometown pour les pays qui sont donc le Ghana, le Nigeria, le Mozambique et la Tanzanie. Donc ce projet a été officialisé le 22 août pendant la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique et vise en fait à intensifier les échanges de population et notamment entre les jeunes. Ces villes n'ont pas été choisies de manière arbitraire, elles ont servi en fait de ville hôte aux athlètes de ces 4 pays pendant les JO de Tokyo en 2020. Donc c'est un événement qu'on se rappelle moins puisqu'il n'y avait pas de spectateurs, mais il y avait des athlètes. Donc beaucoup, le problème qui a été soulevé, c'est que la population locale a pris le statut de hometown comme si c'était un programme d'autorisation spéciale pour les ressortissants de ces pays à s'installer sur le long terme. Donc ça a entraîné quand même une vague de xénophobie. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça a été plutôt mal interprété. Ils voulaient privilégier des échanges entre les cultures et les pays sur la base de ce qui s'était passé pour l'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo, et ça a été pris finalement comme quelque chose d'assez négatif, ce qui est dommage. Mais de toute façon, la question de la démographie au Japon, qu'elle soit locale, on va dire, ou immigrée, reste un sujet sensible car très important pour l'avenir. Oui, c'est très sensible parce que le Japon perd beaucoup d'habitants chaque année, on en parle très régulièrement dans le podcast Actu, et l'immigration fait partie des solutions possibles, mais les Japonais sont très très réticents à ça. Alors ça n'a aucun impact pour les touristes, les gens de passage, mais pour les résidents, ça peut poser parfois quelques problèmes, et c'est surtout dans le débat public qu'on voit que c'est assez crispé. Oui, après il faut savoir que dans les grandes villes, l'immigration c'est plutôt quelque chose qui passe assez inaperçu, parce que comme partout, les personnes sont habituées à un certain mélange des cultures. C'est plutôt là, les villes qu'on a citées, ça reste des villes en fait rurales, et c'est là où c'est plus compliqué, où la bascule en fait est plus compliquée, parce que ce sont des villes qui en fait perdent des gens et ne sont pas forcément confrontées à une ouverture sur le monde très importante. On a déjà parlé avec Charlie à plusieurs reprises des droits de douane qui ont monopolisé un peu le débat public pendant plusieurs mois depuis le printemps. Eh bien, il y a un nouvel effet de bord qu'on n'avait pas forcément vu venir. Alors, l'administration Trump a décidé dès le 29 août de supprimer l'exemption des droits de douane dont bénéficiaient les petits colis postaux dont la valeur était égale ou inférieure à $800, c'est-à-dire un peu moins de 700 €. Alors désormais, ces colis sont soumis au même taux de droits de douane que ceux des autres importations, donc qui ont été décidés justement ces derniers mois. Alors seuls les envois de moins de $100, à peu près 85 €, restent exemptés. Alors face à cette situation, qui implique pas mal de taxes supplémentaires, de nombreux services postaux, comme la Japan Post en l'occurrence, ont pris des mesures et refusent désormais de prendre en charge les colis à envoyer aux États-Unis qui contiennent des marchandises destinées à la vente ou à la consommation. Et à noter que c'est également le cas bien en dehors de Japan Post, parce que c'est aussi le cas depuis la France et d'autres pays de l'Union européenne. Alors les colis contenant des cadeaux personnels seront rejetés aussi si leur contenu a une valeur supérieure à $100. Selon eux, au-delà des coûts qu'engendre cette mesure, ce sont les modalités d'application qui posent problème, et ils l'expliquent. Les procédures que les opérateurs de transport et les opérateurs postaux de chaque pays doivent suivre pour se conformer à ces directives ne sont pas claires.
ce qui rend la mise en œuvre difficile. Donc Japan Post précise que cette mesure est temporaire, mais ça c'est une phrase qui ne veut pas dire grand-chose, parce qu'ils n'ont pas donné de date de fin à ce refus de colis. Comme on le voit, le débat sur les droits de douane, il est lui aussi assez crispé, et du coup c'est pas sûr qu'il y ait une solution qui soit trouvée assez rapide. La Japan Post en plus elle est connue pour rapidement couper en tout cas ce qui lui pose problème, et parfois ça peut durer des mois voire des années, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais pour l'instant on voyait des colis aux États-Unis, mais c'est devenu plus compliqué, et c'est le cas, normalement ça risque de poser problème aux exportateurs. Si par exemple vous êtes basé aux États-Unis et que vous souhaitez acheter des colis, par exemple des goodies ou du merch qui vient du Japon, ça pourrait fortement complexifier les affaires. Le politicien Kanta Nakagawa, maire de la ville de Joetsu, s'est impliqué dans un scandale sans même s'en rendre compte. Alors, le 1er juillet, lors d'une conversation dans un hôtel sur le saké puis sur le riz, il a déclaré avoir vécu à Sanda pendant ses années de lycée que le riz de là-bas avait mauvais goût. Une belle bourde, qu'il a même réitérée 2 jours plus tard dans une école où il s'est adressé aux étudiants à Joetsu en disant sur le riz de Sanda « Je ne devrais pas vraiment le dire, mais ce n'est pas très bon. » Alors des propos que les agriculteurs locaux n'ont pas du tout bien pris et qui en plus ont été critiqués puisque Sanda et Joetsu se situent dans 2 préfectures différentes. Sanda est à Hyogo, donc pas loin de Kobe, et Joetsu se situe à Niigata, dans le nord du Japon. Donc ce n'est pas du tout la même chose, sachant que Niigata est connue pour être l'une des meilleures régions pour le riz au Japon. Et on ne rigole pas du tout au Japon avec la qualité du riz par préfecture. Donc le 10 juillet, quelques jours plus tard, le maire de Sanda, Katsuya Tamura, a tenu une conférence de presse demandant tout simplement à Nakagawa de s'excuser pour ses propos. Ce que Nakagawa a fait, il a appelé le maire au téléphone pour présenter ses excuses, et Tamura a répondu que les excuses devraient se faire en personne, donc il était vraiment fâché. Alors le 29 juillet, l'histoire ne s'arrête pas là, Nakagawa est apparu lors d'une conférence de presse pour cette fois présenter ses excuses officielles sur le riz de la ville de Sanda. Je tiens à m'excuser profondément pour la détresse causée aux habitants de Sanda, à ses agriculteurs et à d'autres parties liées par mes remarques inappropriées. Mes actions étaient inexcusables. Je regrette profondément d'avoir causé de la détresse à tant de personnes à partir de mes souvenirs d'enfance. Et pour se rattraper, il a assuré qu'il ferait la promotion du riz de Sanda lors d'un événement sur les produits agricoles à Tokyo, et je pense aussi qu'il tournera plusieurs fois sa langue dans sa bouche avant de critiquer le riz. Oui, bon écoute, ces 2 maires-là n'avaient pas beaucoup d'autres problématiques à résoudre au mois de juillet. C'est très sérieux le riz au Japon. Oui, c'est très sérieux. Non, mais du coup, ils vont peut-être le forcer à manger du riz de Sanda devant tout le monde et dire « Oh, Ishi !» Alors, on passe à la dernière rubrique du podcast Actualité, donc la pop culture. Et la première news, on part pour ça à McDonald's, chez McDonald's au Japon, et avec les fameux menus Happy Meal Pokémon qui ont défrayé la chronique autour de mi-août. Alors, pour remettre dans le contexte, donc McDonald's a sorti des nouveaux jouets et cartes Pokémon à recevoir en cadeau pour tout achat de Happy Meal au Japon. C'est un événement promotionnel qui s'est déroulé du 9 au 11 août 2025. Le problème, c'est que cet événement a été en fait complètement anéantis par les scalpers qui se sont en fait rués sur les menus Happy Meal et qui les ont tous pris pour ensuite les revendre à prix d'or sur internet. Donc les scalpers, ce sont ces revendeurs qui achètent par dizaines en fait des produits pour ensuite les revendre sur le marché noir. En fait, ils saturent le marché officiel pour ensuite revendre plus cher sur le marché noir. Créer la pénurie, oui, et revendre sur eBay, etc. C'est ça. Mercari en l'occurrence. C'est ça. Donc là, en fait, ils se sont donc focalisés sur les jouets et cartes Pokémon. Et donc pour cela, ils ont acheté des dizaines et des dizaines de menus pour enfants McDonald's afin d'accumuler donc ces petits jouets. Donc le seul intérêt étant la surprise qu'il y avait dans le menu, la nourriture a été laissée à l'abandon dans les espaces de collecte du magasin. Du coup, on a vu des tonnes de menus qui ont été destinés à la poubelle directement, sans être jamais récupérés et abandonnés sur la table ou sur le sol, etc. C'était assez triste à voir, ce gâchis de nourriture. C'est du grand n'importe quoi. On a vu beaucoup de photos sur les réseaux sociaux avec des collections, des dizaines de Happy Meal les uns à côté des autres, éventrés avec dedans des burgers, des frites, voilà. Même le sol, partout, c'était vraiment grotesque.
Oui, voilà, ça a même occupé une bonne partie des tables dans certains McDonald's, dans certains établissements. Ils pouvaient même plus faire en sorte que ce soit en fait vidé. Les scalpers seraient principalement d'origine chinoise ou vietnamienne, donc ils sont en général très organisés dans l'achat qu'ils font et ensuite dans la revente. Sur des vidéos qui ont tourné sur internet, on a par exemple un groupe qui a récolté plus de 12 kilos de boosters, donc ce sont les cartes Pokémon, sachant qu'un booster pèse environ 10 grammes, donc je laisse à chacun faire l'opération pour savoir le nombre de Happy Meal et de nourriture jetée qu'ils ont acheté pour récupérer des cartes en papier. 1200 du coup. Bravo. Donc les stocks ont été dévalisés en 24 heures alors que l'événement devait durer 3 jours. Et aujourd'hui, bien évidemment, si vous voulez une carte Pokémon McDonald's, vous allez devoir la payer assez cher. Donc face à cette situation catastrophique, McDonald's s'est excusé auprès de ses clients. Nous avons constaté qu'une partie des clients achetaient de grandes quantités dans le but de revendre les cartes, ce qui a causé de la congestion et de la confusion dans les succursales McDonald's et dans leur environ. En outre, il y a eu des cas où les aliments associés ont été laissés au restaurant ou abandonnés à l'extérieur. McDonald's s'excuse profondément pour les désagréments et la détresse causés à nos clients réguliers, aux équipes travaillant dans nos restaurants, aux résidents des quartiers environnants et aux propriétaires des bâtiments dans lesquels nos restaurants opèrent en tant que locataires. À la suite de ces excuses, une nouvelle opération Pokémon a été organisée du 15 au 17 août. Et là, des restrictions ont été mises sur les commandes de Happy Meal. Déjà, il ne contenait que des jouets et plus de cartes, parce que le vrai problème, ça a été les cartes et donc les boosters. Et pour éviter toute revente illégale, l'entreprise a instauré aussi une limite de commandes par groupe. Il n'était pas possible d'acheter plus de 3 Happy Meal par groupe de personnes. Et McDo, du coup, prévient également: si vous commandez 4 ensemble ou plus, nous refuserons votre achat et annulerons la commande. Et sachez que ces limitations de consommation s'appliquaient aussi aux commandes livrées. L'opération One Piece, qui était prévue d'être lancée le 29 août, est pour le moment totalement suspendue. Et McDo annonce récemment ne pas la commercialiser du tout. À voir si on refait une news dessus le mois prochain, si les choses ont évolué. Alors on va parler de Demon Slayer, en japonais Kimetsu no Yaiba, et on va parler plus précisément de son deuxième film, Le Château de l'Infini, qui est sorti au Japon au cinéma le 18 juillet dernier. Un mot ne cesse de me revenir en tête. Ce que nous allons vivre n'est rien d'autre qu'un épilogue. Alors si vous écoutez le podcast Kampai depuis le début, vous vous souvenez peut-être de nos news concernant Le Train de l'Infini, qui était le premier film Demon Slayer et qui avait battu des records, record sur record, et qui avait fini comme le premier film de tous les temps au box-office japonais, avec quasiment 41 milliards de yens de recettes. Il avait pour ça dépassé Le Voyage de Chihiro, il avait dépassé Titanic, il avait dépassé La Reine des Neiges et autres films qui étaient dans le classement, dans le top 10. Et bien là, donc Demon Slayer réitère le record, Le Château de l'Infini ou La Forteresse de l'Infini, j'ai pas encore la traduction française, qui est donc le deuxième film de la trilogie du même nom, a accueilli en 31 jours plus de 18 millions de spectateurs et quasiment 26 milliards de yens de recettes, soit environ 150 millions d'euros. Donc là, en un mois, il atteint déjà la 4e place du top 10 japonais des films les plus rentables. Donc comme on l'a dit, derrière Le Train de l'Infini, donc l'autre film Demon Slayer, Le Voyage de Chihiro, et puis Titanic. Il est vraiment à quelques mètres seulement de Titanic, donc je pense que même entre le moment où on enregistre et le moment où le podcast sera diffusé, à mon avis, il sera déjà passé 3e voire 2e de la liste. Et toute la question maintenant, c'est de savoir s'il va dépasser le premier film, Le Train de l'Infini. Alors, on n'a pas encore la date de sortie du film en France, mais en tout cas, le premier film, moi qui connais pas très très bien Demon Slayer, j'avais plutôt apprécié, et a priori, celui-ci est pas mal du tout non plus. On peut quand même dire que c'est une sacrée performance, parce que en fait, les films Demon Slayer, faut savoir qu'ils sont intégrés dans l'animé, ce ne sont pas des films un peu comme One Piece avec une histoire parallèle. Là, c'est vraiment intégré dans l'histoire canonique de l'animé, donc belle performance. C'est une bonne stratégie marketing pour inciter les gens qui suivent qui lisent le manga ou suivent l'animé à du coup aller voir les films, puisque c'est la suite.
Oi oi oi, mate, mate. Et petite mise à jour avant l'enregistrement, on a les derniers chiffres qui sont arrivés concernant la diffusion de ce film. Donc Aniplex, la société de production et de distribution japonaise spécialisée dans les animés et la musique, a annoncé que le film a enregistré près de 20 millions d'entrées en 38 jours, en générant ainsi 28 milliards de yens au Japon, c'est-à-dire environ 200 millions d'euros. Et il devient également le film d'animation le plus rentable dans d'autres pays, donc Philippines, Thaïlande, Hong Kong, Indonésie et Malaisie, donc beaucoup de pays d'Asie qui ont également très apprécié ce nouveau film Demon Slayer. Au Japon, il devient donc le 3e film le plus rentable en dépassant le Titanic, et il a également battu d'autres records. Il a engrangé 10 milliards de yens le plus rapidement après, donc celui qui avait réussi à faire encore plus vite, c'était le premier film Demon Slayer, Le Train de l'Infini, en 2020, qui est lui le film le plus rentable de tous les temps au Japon. Mais il est également meilleur box-office sur le premier jour, sur une journée, sur le premier week-end projeté, et il a quand même eu 443 salles, donc on est sûr que les records ne sont pas encore au bout, et a priori dans le prochain podcast Actu, on devrait vous dire qu'il a encore monté dans le classement. Et la sortie mondiale de ce film, donc Demon Slayer, la forteresse de l'infini, est attendue pour le mois de septembre dans 150 pays du monde. Donc on continue dans la culture cette fois-ci littéraire avec un écrivain japonais qui a été couronné par l'Académie française. Donc Akira Mizubayashi, qui est auteur francophone qui vit et enseigne à Tokyo, a reçu le Grand Prix de la francophonie et on le récompense pour l'intégralité de son œuvre. En effet, à 73 ans, il parle et écrit le français parfaitement et il a publié d'ailleurs son premier livre en France en 2011. Ce mois-ci, le 14 août, est sorti son dernier roman qui s'intitule La forêt des flammes et d'ombre. Et il est sorti aux éditions Gallimard. Donc c'est un récit en fait qui aborde la fin de la Seconde Guerre mondiale et des thématiques artistiques comme la musique et la peinture sur le fond de la folie des hommes en période de guerre. Donc il est sorti en pleine commémoration des 80 ans des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Donc ça, on le rappelle, on vient d'en parler un peu plus tôt. Donc c'est un sujet toujours aussi brûlant, d'actualité aussi bien historique que international quand on connaît le contexte géopolitique actuel. Donc pour rappel, une commémoration a eu lieu pour les 80 ans du drame de la bombe atomique de Hiroshima qui a réuni donc les représentants de 120 pays. Donc une minute de silence a été observée à l'heure exacte où la bombe s'est écrasée et cette cérémonie a exhorté les dirigeants mondiaux à renoncer aux armes atomiques. Ce que l'on disait est toujours un sujet brûlant d'actualité malheureusement. Alors bonne nouvelle pour tous les fans d'anime qui connaissent évidemment très bien la plateforme Crunchyroll. Eh bien ils ont signé une collaboration avec la compagnie aérienne américaine Delta Airlines pour pouvoir diffuser des animés au sein des vols de la compagnie. Donc pour rappel, Crunchyroll ça a été acheté par Sony, donc les japonais, et cette plateforme de vidéo spécialisée dans les films et séries animées asiatiques va proposer des animés spécialement sélectionnés dans les avions de la compagnie à partir de cette année, à partir de 2025. Donc ils annoncent d'ores et déjà 2000 titres différents et 50 000 épisodes, sans pour l'heure avoir communiqué sur les détails des franchises diffusées. Donc pour rappel, ils ont des licences très très puissantes comme One Piece, Kaiju Number 8 ou encore Dan Dadan dont vous a déjà parlé Charlie. Crunchyroll prend le large depuis peu, elle s'étend sur diverses plateformes ou chaînes de TV, on peut la retrouver sur Amazon Prime, sur les chaînes des télé LG, sur Roku, etc. Et elle est active dans 200 pays avec tout de même plus de 100 millions d'utilisateurs enregistrés. Donc nul doute que le fait de pouvoir toucher la clientèle de Delta Airlines permettra encore de diffuser la marque à l'international. Donc oui, si vous partez d'Europe, vous avez peu de chance quand même de vous retrouver sur un vol Delta Airlines avec Crunchyroll pour aller au Japon, malheureusement. Il faudra partir des États-Unis. Après, quand on prend un vol Japan Airlines ou Air France, on a toujours un petit peu d'animés, je trouve. Oui. Des vieux animés souvent, mais un petit peu quand même. Oui, il y a un peu de tout. Il y a aussi pour les enfants, si vous voyagez avec des enfants, vous pouvez leur faire découvrir des animés pour les enfants. Donc c'est toujours un peu marrant parce que des fois c'est juste avec des gags et ça suffit sans vraiment comprendre exactement la langue. Ouais. Dernière news de la dernière rubrique de notre podcast Actualité. Donc c'est une news cette fois-ci
populaire plus que culturelle, puisque là on va parler de la collaboration d'Uniqlo avec Labubu. Et oui, Labubu arrive au Japon, c'est magnifique. Donc Uniqlo Japan s'allie à Pop Mart, donc la société de jouets chinoise qui commercialise les Labubu. Donc les Labubu, pour ceux qui ne connaissent pas, et j'en faisais partie il n'y a pas longtemps, malheureusement, ce sont les petites peluches que l'on accroche à son sac et qui font fureur depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. Ils ont en fait la forme de monstres, un peu une sorte de lapin, et sont l'œuvre de l'artiste hongkongais Ka-Sing Leung. Donc ce dernier a créé le personnage donc de Labubu en 2015 dans un livre pour enfants, et ensuite en 2019 il s'est mis à collaborer avec Pop Mart qui donc a lancé une collection de figurines puis de peluches, et aujourd'hui ça fonctionne très bien parce que les stars les adoptent en effet. Lisa du groupe coréen Blackpink, Rihanna, Paul Pogba et récemment Lady Gaga se sont procurés des Labubu et se sont devenus leurs accessoires de mode. Donc le principe, c'est qu'on les achète dans une boîte mystère et on ne sait pas quel modèle on va avoir. C'est un peu ce qui fait le charme, notamment sur les réseaux sociaux où beaucoup vont se mettre à faire du unpacking en live pour savoir quel modèle de peluche Labubu ils ont eu. On peut dire aussi que le second facteur du succès de Labubu est bien sûr la rareté, comme avec les cartes Pokémon, puisqu'il est très difficile d'en obtenir en raison du succès grandissant du produit. Il est souvent en fait sold out, et on voit d'ailleurs de nombreuses peluches non officielles qui circulent. Parfois vous pouvez les acheter dans la rue ou avec des revendeurs. Sachez que ce sont des copies. Donc une peluche coûte environ entre 20 et 30 euros, mais il y a aussi des modèles géants qui peuvent se vendre aux enchères jusqu'à plus de 150 000 euros. Donc Pop Mart dit remettre du stock régulièrement en boutique et aussi sur leur site de vente en ligne, mais il faut savoir que très vite ça part et les ruptures de stock sont légion. Pour information, donc plus tôt dans l'année, l'enseigne Pop Mart a dû stopper sa commercialisation dans plusieurs magasins en Angleterre en raison du débordement et d'affrontements entre des clients pour les produits. Donc autre chiffre, la marque Pop Mart qui commercialise donc les Labubu a grandement profité donc de ce succès en fait sur les réseaux sociaux et de ce succès programmé au niveau marketing, puisque son titre a pris 600% en un an à la bourse de Hong Kong. La collaboration avec Uniqlo Japan n'est pas si surprenante que cela, puisque en fait chacun va tirer parti de ce partenariat fructueux. La collaboration Uniqlo Labubu a été lancée mi-août au Japon. Elle se compose de plusieurs t-shirts à l'effigie, donc des peluches monstrueuses dans les rayons des femmes et enfants, avec des couleurs évidemment assez acidulées et voyantes. Et on peut aussi se procurer des sweats à col zippé ornés d'un petit Labubu. Donc cette collection s'est vendue très vite, et pour information, elle sera disponible en ligne et en magasin en France à partir du jeudi 18 septembre. Donc si vous êtes fan de Labubu, eh bien place à vos commandes. Ça risque aussi de partir très vite puisque ça fonctionne très bien en France également. Sur le site Uniqlo France, vous pouvez voir un peu les prix. Donc c'est 19,90 pour les t-shirts femmes, 29,90 pour les sweats, toujours au rayon femmes, pour vous donner quelques indications sur les prix. Donc ça reste, on va dire, accessible, et c'est un peu moins cher au rayon enfants évidemment. Donc après cette collaboration Labubu, on va retrouver Charlie et Kelly qui eux nous offrent en fait une critique du livre qui s'intitule Hasekura, que Kelly a lu avec un certain plaisir je crois, et elle va vous en faire une revue avec Charlie. Et pour entamer cette partie sur ce que l'on a vu, lu ou entendu du Japon, eh bien on a le plaisir d'accueillir Kelly. Salut Kelly. Bonjour Charlie. Alors te revoici, mais pas pour une chronique histoire, même si c'est un peu lié. Tu vas nous parler d'un livre qui va sortir le 25 septembre 2025 aux éditions Synchronique, alors plutôt en grand format d'abord, et c'est une aventure diplomatique que vous retrouverez sous l'intitulé Hasekura, journal d'un samouraï au Vatican, une aventure qui se déroulera de 1611 à 1620. Donc on t'écoute pour ton avis. Déjà, comment tu t'es procuré ce livre ? Eh bien, nous avons reçu le livre ici dans nos bureaux, tout simplement envoyé par la maison d'édition.
On n'est pas sponsorisé. On n'est pas sponsorisé, mais du coup, on remercie évidemment fortement cette édition donc synchronique pour ce livre qu'on est très content d'avoir reçu. Et puis là, toi, tu l'as lu, puis je pense qu'il va passer de main en main pour qu'on se fasse tous notre avis ici. Alors, oui, tout à fait. L'auteur Lionel Crozon imagine dans ce roman le journal intime de Rokuemon Hasekura, qui est un samouraï désigné par le seigneur de Sendai de l'époque, donc sur la côte pacifique, la côte est du Tohoku, qui s'appelait Masamune Date, qui est très connu des amateurs d'histoire. Il le nomme ambassadeur pour un périple qui va le mener vers l'Espagne et le Vatican, en passant par les Amériques, dans le but de nouer des relations diplomatiques et commerciales privilégiées avec les puissances de l'époque, qui étaient bien sûr l'Espagne. Et je te coupe, Kelly, est-ce oui. que ce personnage-là, Hasekura, est-ce que c'est un personnage historique ou ça s'inspire d'un personnage, ou est-ce que tu as des notions? Oui, tout à fait. Alors, Lionel Crozon, c'est bien documenté. Et il a bâti toute son histoire sur des faits réels. Et il a utilisé... Alors, il a, a priori, si je me souviens bien de son épilogue, attention au spoiler. Ça commence, non. Non, a priori, ces journaux, les rapports ont réellement existé, les rapports rédigés par Hasekura, mais ils ont disparu au fil du temps. Mais ils ont bien été utilisés par les autorités japonaises à l'époque pour cerner un peu comment était le monde extérieur en fait. Moi, je recommande particulièrement ce roman pour les amateurs d'histoire, en particulier du Japon. Mais ça peut aussi se lire tout à fait pour le divertissement, puisque l'auteur a pris soin d'expliquer le contexte japonais à travers les écrits d'Hasekura et de comprendre aussi les enjeux du voyage, tout simplement. On assiste à l'évolution du personnage d'Hasekura, puisque tout est vu de son point de vue, depuis son journal intime. Et ça permet aussi de s'attacher au personnage et de souhaiter la réussite de son entreprise. À titre personnel, j'ai bien apprécié la forme. On comprend bien la progression à travers l'écriture du samouraï, qui au début est un petit peu maladroite. Au premier abord, faut pas s'arrêter à ça, parce qu'en fait, ça fait partie du récit. Au fur et à mesure, son écriture va s'améliorer. Son style s'améliore, oui, et devient plus sophistiqué. Ça permet aussi de voir sa progression en tant que simple samouraï à ambassadeur de son seigneur, en l'occurrence de son seigneur Masamune Date, et dans le sens plus large du Japon. Là, au moment où on se parle, Kelly, l'interview n'est pas encore sortie, mais tu avais la chance d'interviewer Nathalie Kwame, et elle répétait bien à plusieurs reprises que samouraï, eh bien, c'était surtout pour désigner des guerriers, oui, plutôt que ce que nous, on s'en imagine. Donc là, on est dans ce cas de figure-là, où c'est un samouraï un peu romancé aussi, comme on a l'habitude de le voir... Alors, je pense qu'il y a un petit peu d'imaginaire du samouraï qui entre en jeu dans l'écriture du roman, notamment sur les notions d'honneur. En tout cas, le personnage est très attaché à sa loyauté envers son seigneur. Je pense que c'est un cliché qu'on a sur les samouraïs. Après, ça sert bien la narration et finalement, on voit aussi que les samouraïs, c'est avant tout une classe sociale dans ce contexte, puisque Hasekura était un capitaine de bataillon. Même sa nomination à un poste d'ambassadeur était assez fortuite. En fait, il s'est présenté comme une sorte de caprice de son seigneur, qui estime qu'il est l'homme le plus loyal et le plus à même de mener cette mission. Ça fait partie de l'imagination nécessaire pour que le roman avance, en fait. C'est un petit peu un coup du destin... Alors, sur le plan pratique, pour les gens qui aiment bien lire, mais qui ont du mal à se concentrer sur de longs chapitres, l'avantage, c'est que le journal de Hasekura est divisé en 5 livres, qui sont eux-mêmes divisés en chapitres très très courts de 2-3 pages en général, qui focalisent sur les divers aspects du voyage et ses péripéties, ou éventuellement sur les observations du narrateur. Ça permet, cette forme de brièveté, ça permet de faire des pauses dans le récit, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Là, ce que tu nous dis, c'est qu'au final, ces petits chapitres, ça permet d'arriver à assimiler facilement toute l'information que l'on a. Et je voulais te demander, par rapport à ça, ça doit faire beaucoup d'informations du fait que on assiste à un samouraï qui va en Espagne, et du coup, est-ce que c'est bien retranscrit parce que là, on est en 1600 à partir de 1611. Oui. Donc, je suppose que ça doit être totalement dépaysant pour quelqu'un qui n'a jamais quasiment entendu parler de l'Espagne, je suppose, et du Vatican. Oui, c'est ça. En fait, bon, je vais pas. Après, oui, sans spoil, mais ouais. Est-ce que, voilà, en termes d'ambiance, est-ce que toi, t'imagines un Japonais de cette époque-là partir en Espagne Il va pas manger les tapas, je suppose. Non.
Alors déjà, ce qui surprend Hasekura, et ce qui m'a un peu surprise aussi, mais j'aurais pu m'en douter, étant donné mes études, c'est que donc il traverse le monde, littéralement, il part de Sendai et il traverse le Pacifique pour arriver sur les côtes du Mexique. Donc ça fait une sacrée trotte. Voilà, ça fait un sacré périple, et déjà il y a un choc. Bon, il a déjà vu des Espagnols, il y a déjà des religieux espagnols, il y a des marchands. Même pour son ambassade, il est accompagné d'hommes espagnols sans doute, oui, ou étrangers en tout cas. De participants étrangers, oui, tout à fait. Donc il découvre ce qu'on peut... Alors moi, ce que j'imaginais du Mexique, peut-être à l'époque, c'est-à-dire les grandes églises, les maisons coloniales. Alors je ne connais pas du tout le Mexique actuel, donc je ne saurais pas dire si ça ressemble. Mais c'est un peu l'image qu'on a de l'Amérique du Sud en général, l'Amérique du Sud hispanisée, on va dire. Alors pour les amateurs de combat, de choses comme ça, de choses un peu violentes, il n'y a pas énormément de violence. Enfin, c'est pas le but, c'est pas l'objet du récit en fait. C'est plus vraiment la découverte d'autres habitudes, d'autres coutumes. Et en arrivant dans le Mexique espagnol, il découvre donc les coutumes d'un pays qui est très influencé forcément par son colonisateur. Et ensuite, il arrive en Espagne où il découvre encore autre chose, il découvre une autre manière de vivre aussi, et l'Inquisition. Donc oui, alors ils n'ont pas tellement mal à partir avec l'Inquisition, mais bon, ils sont suspects de toute façon puisqu'ils ne sont pas chrétiens, et donc tout ce qui n'est pas chrétien est forcément mauvais pour beaucoup de personnes. Après, c'est une ambassade, alors certes, pas forcément extrêmement brillante, dans le sens où le Japon, c'est pas non plus un pays... c'est pas la Chine, par exemple, de l'époque. Même si c'est un enjeu important dans le sens où les Occidentaux veulent accéder aux richesses du Japon, bien sûr. Non, je peux pas dire des choses parce que ça va spoiler. Donc, ils vivent des mésaventures, malgré leur statut officiel. Ils ont quelques mésaventures que subissent tous voyageurs, en fait. Je pense, quelle que soit l'époque et quels que soient les lieux. Ça permet de découvrir l'Espagne de l'époque, peut-être. En tout cas, les formalités, la façon de vivre un petit peu. On se rend compte que la mondialisation est déjà là, en fait. Ne serait-ce que parce que chaque empire importe des personnes, en plus d'importer des biens. Quand je dis importer, c'est une façon gentille de le dire. Oui. Et donc, c'est très intéressant de ce point de vue-là, de voir que, en fait, même au début du XVIIe siècle, c'était juste avant le Sakoku, donc avant la fermeture du Japon au monde, puisque ça intervient peu de temps après, si ce n'est pendant leur voyage, ou peu de temps après la fin du voyage de Hasekura, j'ai pas la date en tête. Ça permet de voir que la planète est déjà mondialisée, c'est déjà en voie, et finalement que pendant toutes ces années de voyage, on s'imagine pas aujourd'hui faire un voyage au Japon qui dure 7 ans. Enfin, ne serait-ce que le périple, là c'était le périple aller-retour, il y a eu des péripéties qui sont restées plusieurs mois ou plusieurs années à certains endroits, mais on s'imagine pas du tout ce que ça pouvait être à l'époque une simple ambassade. Et Hasekura, quand il revient au Japon, en fait, il revient dans son pays, mais c'est plus le même pays qu'il a connu quand il est parti. Oui, c'est ce qui est aussi intéressant avec ce livre de Lionel Crozon, c'est que Hasekura, il part en tant que samouraï japonais, il va donc tu m'as dit 7 ans, c'est ça son périple. Voilà. Pendant ce périple-là, il s'avère que il aborde la foi chrétienne, et quand il revient dans son pays natal, le Japon n'est plus le même déjà en 7 ans, et donc là on se retrouve face à un homme qui revient au pays, et au final avec des choses encore vraiment trop différentes. Il y a un choc culturel quand il revient chez lui, je suppose. Oui, c'est le fameux choc. Il expérimente un peu ce que les anglophones appellent le reverse culture shock, c'est-à-dire que c'est un choc culturel inversé qu'on subit quand on revient chez soi, c'est-à-dire que son environnement d'origine reste le même mais a changé un peu, et la personne qui est partie et qui revient au pays a elle aussi changé. C'est vraiment Hasekura doit se réadapter en fait à son propre pays. Et au final, toi, est-ce que c'est une lecture que tu nous recommandes ici avec Kanpai ? Oui, tout à fait. Alors je pense que les amateurs de romans comme Shogun par exemple, ou même la série Netflix, alors comme je l'ai dit, c'est pas autant de péripéties de bataille. Ça va pas se passer sur de l'action pour combler. Ouais, c'est pas parce que sur la couverture on voit donc le samouraï avec
Il a une arme de guerre et un... Il a un pistolet et un sabre. Et un sabre, donc on pourrait s'attendre justement à quelque chose qui amène la bataille. Au final, c'est pas du tout le... Non, je pense que ça symbolise plus sa position entre guillemets, la nouveauté, qui était pas si nouvelle que ça, mais... Ah, et pour les armes à feu, tu veux dire. Des armes à feu, ouais, et l'Occident, en fait, plus l'Occident que la nouveauté. Et le sabre qui est l'ancienne voie du samouraï. Enfin, moi, je l'interprète comme ça, en tout cas, après. Ok. Et donc, pour ce roman historique, c'est tout trouvé pour toi, apparemment. Tu as un bon avis là-dessus. Oui. Et si vous, auditrices ou auditeurs, vous avez lu ou vous comptez lire le livre, n'hésitez pas aussi à nous le mettre en commentaire sur nos posts, sur nos réseaux sociaux, sur nos stories ou autres. Quand on en parlera, on lira ça avec attention. Donc on vous conseille, en tout cas moi, Oui. je recommande vivement Hasekura, Journal d'un samouraï au Vatican, 1611-1620, par Lionel Crozon aux éditions Synchroniques, qui vous promet un voyage dans le temps et dans l'espace du XVIIe siècle, et à la rencontre entre l'Orient et l'Occident. Eh bien, ça donne très envie, c'est vrai que ça fait matcher pas mal de sujets, je trouve, qu'on trouve intéressant ici à Kanpai. Donc merci pour avoir pris le temps de lire ce livre et puis nous en avoir fait un résumé, Kelly. Eh bien, je t'en prie, Charlie. À très bientôt, merci Kelly. Merci, Charlie. Donc comme toujours, pour finir notre podcast actualité, on va parler très rapidement du yen qui est toujours à un taux très intéressant. Au moment où on enregistre, on est à peu près à 172 yens pour 1 euro. On est remonté comme le mois dernier à des chiffres très 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 élevés, à un cours en tout cas extrêmement intéressant pour les étrangers qui vont voyager au Japon. Donc on le répète, tous les mois, tant que le yen est aussi intéressant, si vous allez partir au Japon dans les prochains mois, à l'automne, au printemps prochain, même à l'été 2026, n'hésitez pas à commander du yen à l'avance, parce que pour l'instant il est très intéressant. Faites-le peut-être par petites tranches, par exemple par 500 ou 1000 euros, ou même plus si vous le pouvez, parce que là on tutoie vraiment les records. Le yen est vraiment très intéressant en termes de pouvoir d'achat, c'est vraiment incroyable. Donc n'hésitez pas à aller commander des yens, et pour ça vous pouvez choisir nos partenaires sur Kanpai. Quand vous êtes sur notre site kanpai.fr, vous avez une page dédiée au change de yens et vous avez des partenaires de confiance vers lesquels vous pouvez commander, que vous soyez à Paris ou n'importe où en région. En termes de fréquentation touristique, on continue sur la lancée de 2025. Il y a eu plus de 3 400 000 touristes étrangers qui ont visité le Japon au mois de juillet. Donc on continue sur cette lancée, c'est-à-dire plus de 3 millions de touristes chaque mois de l'année. Et on est déjà à 25 millions de touristes juste sur les 7 premiers mois de l'année. Donc il sera assez facile, entre guillemets, d'atteindre les 40 millions, je pense, à la fin de l'année 2025. Concernant les événements Japon du mois, donc comme en Europe, les Japonais étaient en vacances donc à la mi-août pour Obon, donc c'était des vacances à la fois scolaires et aussi au niveau des employés du Japon. Là, ils sont retournés donc depuis le 20 août environ à l'école. Les enfants sont retournés à l'école et les employés sont retournés au travail. Et concernant les événements du mois de septembre, on va rentrer en fait dans la saison qui s'appelle l'automne. Donc vous aurez l'équinoxe d'automne le 21 septembre. Et du coup, il y a 2 jours fériés en septembre. On en reparlera aussi dans les articles Kanpai parce qu'on va vous les expliquer. Donc, qui sont autour donc, de l'automne et aussi la fête des personnes âgées. Il y a aussi un festival qui est assez connu qui s'appelle Rei Taisai et on recommande celui de Kamakura qui a lieu au cours du mois de septembre, donc environ au milieu du mois. Donc, c'est un festival de Yabusame, donc du tir à l'arc à cheval. Donc, c'est assez impressionnant à voir et c'est très très traditionnel. Pour l'anecdote, le jeu Super Mario Bros va fêter ses 40 ans en septembre 2025 puisqu'il est sorti pour la première fois le 13 septembre 1985. Donc joyeux anniversaire. Et puis le 29 septembre, c'est la journée du Manekineko, donc du chat porte-bonheur. Vous pouvez retrouver toutes les informations à ce sujet sur notre article Kanpai qui est dédié au magnifique et mignon Manekineko. Alors ça, ces événements, vous les détaillez comme chaque mois avec Charlie dans le podcast Voyage. Vous avez diffusé le podcast Voyage du mois d'août ce mois-ci et puis le mois prochain, on aura le mois de septembre. D'ailleurs, je vais vous rappeler le planning des podcasts. Donc en août, nous avons diffusé 4 épisodes, donc l'actu du mois de juillet, toute fin juillet. Ensuite, on a eu un épisode spécial, l'épisode 100, dans lequel on a participé tous les 4 avec Kelly
et Charlie. On vous a un petit peu présenté les coulisses du podcast Kampai, on vous a donné quelques informations teasing sur 2 gros événements qui vont avoir lieu, dont le concours, deux grosses nouvelles en tout cas autour de notre podcast. On a aussi présenté la mise à jour de notre livre tome 2 de guide de voyage au Japon, visite au Japon d'île en île. Donc ça c'est l'épisode 100, n'hésitez pas à aller l'écouter si vous appréciez le podcast Kampai. Ensuite, le 13 août a été diffusé donc le podcast Voyage sur le Japon en août, comment bien voyager au Japon ce mois-ci. Et le 20 août a été diffusé le podcast Destination consacré à la Nakasendo, donc cette fameuse randonnée qui est très appréciée au centre du Japon. Après une petite pause le 27 août, on est revenu donc avec ce podcast Actualité début septembre. Et ce mois-ci, qu'est-ce qu'on attend dans les prochains podcasts Kampai? Donc l'épisode voyage de ce mois sera consacré, comme on le disait, au Japon en septembre. Il sera diffusé le mercredi 10. Ensuite, on aura une interview donc, de Nathalie Kwame le mercredi 17 septembre, qui est une éminente professeure et historienne du Japon à Paris. Et enfin, le podcast Destination sera consacré à Hiroshima. Il sera diffusé le mercredi 24 septembre. Et on se retrouvera avec Charlie pour le podcast Actualité de septembre, qui sera diffusé le mercredi 1er octobre. Et pour continuer sur les plannings, on va rappeler les articles qu'on a publiés ce mois-ci sur Kampai. Donc on a également fait un article sur le 100e épisode du podcast Kampai. On a aussi parlé à l'écrit. Ensuite, on a fait un article sur le jour de la montagne, donc Yamanohi, qui est férié au Japon. Donc c'était pour le lundi 11 août. Et concernant les fiches de visite, on est parti dans la préfecture de Nagasaki, donc aussi en rapport avec les 80 ans de commémoration des bombardements. On a visité le temple Ishiteji à Matsuyama sur l'île de Shikoku, et puis on est retourné au château de Nagoya pour refaire en fait une visite actuelle depuis que le donjon est fermé pour rénovation. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le site du château de Nagoya? On a terminé le mois d'août avec le lancement du jeu concours Gagner un voyage au Japon avec nos guides touristiques. Donc on en a parlé en début de podcast. Si vous voulez avoir toutes les informations et les modalités de jeu, c'est écrit sur l'article. Début septembre, on va faire un point assez global et précis sur les passes de train régionaux que l'on peut utiliser au Japon, donc en plus ou en alternative du JR Pass national. On vous a fait tout un long article, enfin c'est Kelly qui s'est attelé à cette tâche-là. Il est quasiment prêt et vous aurez tous les détails des passes de train que l'on recommande pour voyager à travers l'archipel. On fera aussi une série d'articles sur les jours fériés de septembre, donc pour les personnes âgées, pour l'équinoxe d'automne, et aussi on fera un point sur la Silver Week, donc le pendant de la Golden Week à l'automne. Même si cette année on n'est pas dans une véritable Silver Week, on va vous introduire la notion pour vous expliquer comment ça se passera en 2026. Et puis après, on fera aussi des retours sur des hébergements que l'on a effectués pendant nos derniers voyages. Donc on aura le Ryokan Iwaso sur l'île de Miyajima, donc qui est assez réputé et connu. Et puis aussi on partira à Osaka, où on a testé un appart-hôtel qui s'appelle Mimaru, la chaîne Mimaru, qui est assez sympa pour les voyages en famille notamment. Alors tu parlais du concours dans lequel pour participer il faut acheter des livres Kampai. Eh bien on voulait remercier ce mois-ci les lecteurs et lectrices qui nous ont commandé des packs soutien, donc Isabelle, Stéphanie et Gavin. Alors pour rappel, les packs soutien, ce sont l'ensemble de nos 5 livres de guide de voyage au Japon par Kampai, et puis ils sont également accompagnés des e-books d'apprentissage du japonais, donc pour apprendre les kanas, et puis un guide de conversation aussi pour bien voyager au Japon plus facilement avec des audios. Et du coup, ce pack soutien, il vous permet d'obtenir non pas 5, mais 6 participations à notre concours pour gagner un voyage au Japon. Donc c'est le moment ou jamais d'en acheter, et en même temps, vous faites un geste pour soutenir Kampai.
Alors si malheureusement vous n'avez pas les fonds pour pouvoir participer à notre concours ou acheter des livres Kanpai, eh bien vous pouvez tout de même nous aider. Et pour ça c'est très simple, il vous suffit d'aller vous abonner à nos podcasts, donc sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcast, sur YouTube, etc. Mettre un petit commentaire et surtout mettre une note 5 étoiles, ça prend 2 secondes. Et c'est vrai qu'on vous le demande tous les mois, mais il y a une bonne raison, c'est parce que ça aide énormément l'algorithme à faire en sorte de mettre en avant le podcast Kanpai. Donc si vous aimez le Japon, si vous aimez Kanpai, eh bien on vous encourage à vous abonner et mettre une note 5 étoiles pour nous permettre de poursuivre notre activité sereinement. C'est maintenant la fin de ce podcast actualité un petit peu particulier que j'ai eu le plaisir de partager avec Marjorie. Donc merci Marjorie pour ton intervention. De rien, je partirai en congé à la suite de Charlie. On te retrouve dans 2 prochains podcasts en septembre et puis vous réécouterez la voix chaleureuse de Charlie dans le prochain podcast actualité, mais aussi en tant que host comme d'habitude dans tous les podcasts de Kanpai. Donc on vous remercie encore et toujours pour vos écoutes, on vous souhaite une bonne fin d'été et on vous dit à très bientôt sur Kanpai. Merci, au revoir. Retrouvez plus d'actualités Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.